Salut la compagnie, dans un instant je vais vous montrer le reportage pour lequel vous avez cliqué sur cette vidéo, mais je voulais vous en expliquer un petit peu le contexte. En effet, après des années à avoir fait des vidéos sur YouTube, je me suis dit il faut parler un petit peu plus de l'agriculture. Vous savez que mon slogan c'est l'agriculture mérite d'être expliquée, et je me suis mis en projet d'aller voir 10 agriculteurs et agricultrices à travers la France pour pouvoir en sortir à la fois un livre, mais aussi un grand reportage. Et là, le reportage que vous allez voir, c'est tout simplement un portrait qui a été extrait de l'ensemble de ces 10 interviews pour pouvoir vous montrer un peu ce qu'est la réalité de l'agriculture. Ces portraits, je les ai voulus le plus honnêtes, les plus sincères possible, sans en retrancher ou en rajouter quelque chose. C'est les agriculteurs qui parlent, les agricultrices, pour expliquer tout simplement leur agriculture. Si vous appréciez cette démarche, n'hésitez pas à mettre déjà un petit pouce si vous avez déjà vu d'autres reportages. Et puis aussi, pourquoi pas un commentaire à la fin de cette vidéo pour me dire ce qui vous a marqué, ce que vous en avez pensé, ce qui vous a plu dedans. Et nous, on se retrouve à la fin de cette vidéo pour vous expliquer comment vous pouvez aussi vous visionner l'ensemble du reportage en complet en streaming. Allez, c'est parti! Voilà, donc Jacques Decols, moi je suis agriculteur donc sur une ferme de polyculture qui fait 130 hectares. Donc en système avec culture industrielle, pommes de terre, lin textile, betterave à sucre, et puis donc des céréales, un petit peu de pois, du colza. Du coup moi je me suis installé en 2010, j'étais complètement en dehors du milieu agricole avant. Et donc j'ai repris une ferme de famille et puis j'ai un peu pris conscience des limites de notre façon de travailler conventionnelle et j'ai commencé à changer mes pratiques en 2013 pour petit à petit aller vers le semi-direct et l'agriculture de conservation des sols. D'accord. Et quelles ont été les évolutions dans le secteur pour en arriver à des problématiques comme on a cette année en particulier, avec beaucoup d'érosion? Alors on est sur des moments climatiques un peu compliqués, mais qu'est-ce qui a fait que ça a évolué et qu'on en arrive maintenant à cet état-là? Alors c'est difficile d'identifier très précisément une ou deux raisons. Je pense qu'il y a la combinaison de plusieurs éléments. Très clairement, on a eu une baisse générale des taux de matière organique dû à l'intensification du travail du sol, dû aux rotations très chargées en culture industrielle et dû aussi à la baisse de l'élevage, très clairement. Il y a des nouvelles cultures ici qui n'existaient pas il y a 20 ans ou 30 ans. Ouais, peut-être qui existaient, mais en tout cas qui n'étaient pas aussi présentes. Voilà, il y a beaucoup de pommes de terre, le lin revient plus souvent, on a eu l'opportunité d'augmenter les surfaces de betterave il y a 3 ans, donc voilà, tout ça fait que la solde de culture d'hiver et a diminué au profit des cultures de printemps dites industrielles et qui sont quand même beaucoup plus contraignantes pour les sols. Et ce changement, j'allais dire, de culture, il est dû à quoi? C'est par rapport au prix, à la rentabilité dans les exploitations où il a fallu évoluer et s'adapter à une demande, à un nouveau marché? Oui, je pense qu'il y a quand même l'intérêt économique de ces cultures-là est quand même très présent. Et puis, comme beaucoup de régions en France, on a quand même une grosse pression sur le foncier. Donc les fermes sont obligées d'aller vers toujours plus de rentabilité, je dirais à court terme, pour pouvoir gérer cette pression. Et donc, du coup, les surfaces de culture industrielle augmentent, quoi. Ça, voilà. Mais il y a toujours eu ce savoir-faire. C'est une région qui a toujours eu des pommes de terre, qui a toujours eu du lin textile. Mais avant, on était quand même plus sur des rotations de 6-7 ans, voire 8 ans. Aujourd'hui, c'est quand même souvent plus court. La nécessité économique a fait qu'on a dû s'adapter. Ouais, voilà, exactement. Et puis, évidemment, il y a moins d'élevage, hein, donc souvent, les hectares de maïs, de prairies sont reconvertis en lin ou en patates, quoi. Et tous, on n'a pas la capacité à prendre des risques inconsidérés sur nos fermes. Donc le changement de cap, il va être long et semé d'embûches. Mais il y a quand même une prise de conscience générale de la profession sur le fait qu'il faut trouver des méthodes plus durables pour produire, quoi. Alors j'ai pu voir ici qu'il y avait eu des gros problèmes d'érosion. C'est pas la première année, ça arrive de temps en temps, mais là les phénomènes climatiques ont été quand même hyper impressionnants. Oui. Est-ce que ça c'est quelque chose de visuel qui t'a poussé à réagir?
Oui, voilà. Alors ça fait partie de la prise de conscience, c'est que les précipitations, il y en a toujours eu. C'est pas la première année qu'on a des précipitations comme ça. Par contre, autrefois, l'impact sur les sols n'était pas du tout le même. L'abattance, il y en avait un petit peu, mais c'était gérable. Et l'érosion était quand même plutôt acceptable. Alors effectivement, il n'y a pas que la perte de matière organique, hein, il y a aussi l'artificialisation de terres agricoles qui a provoqué beaucoup moins de zones d'absorption, moins d'herbage, etc. Donc il y a tout un panel d'explications possibles. Mais la prise de conscience, elle a quand même été là. Et ce qui change un petit peu ces dernières années, c'est que la pression sociétale, c'est pas quelque chose d'abstrait. Aujourd'hui, nous agriculteurs, on est quelquefois pris à partie par des gens de la société civile, je dirais. T'as eu une anecdote qui t'est arrivée il n'y a pas longtemps? Ouais, voilà, exactement, où j'étais tranquillement avec mon caddie de supermarché et quelqu'un qui savait que j'étais agriculteur m'a dit « Bon alors, quand est-ce que vous allez faire quelque chose pour la terre qui coule de vos champs parce qu'il est dans un village qui est régulièrement inondé. » Donc, enfin, plus qu'inondé, c'était déjà le cas avant, mais là qui est noyé sous la boue, quoi. Donc cette pression sociétale, elle est réelle et je veux dire, elle doit collectivement nous aider, nous pousser à changer nos façons de faire, quoi. Je veux dire, l'ACS, la première porte d'entrée de l'ACS, ça a souvent été un besoin d'économie de charge. Et je pense que ça a commencé dans des régions plus pénalisées au niveau économique, avec des résultats plus mitigés et un besoin de se remettre en question et d'écraser ses charges, quoi. Donc ça a commencé par là. Nous, je dirais qu'on est dans un coin un peu béni des dieux au niveau agricole, c'est arrosé régulièrement, on a des limons qui répondent bien. Donc la prise de conscience, elle est venue par le côté environnemental, plus par le côté économique. Je pense que l'agriculteur, au fond de lui, tous les agriculteurs ont le sens de la terre et le sens du respect de son sol. Je veux dire, c'est quelque chose, c'est notre outil de travail, c'est plus que notre capital, c'est notre raison d'être quelque part. Donc je pense que tous les agriculteurs l'ont à l'esprit. C'est vraiment la demande de l'agro-industrie et de la société de consommation qui nous pousse à aller dans ce sens-là. Je ne pense pas que consciemment on ait envie de raccourcir à outrance les rotations, etc. C'est une nécessité économique voulue par le monde qui nous entoure, quoi. Si on reste sur l'exemple de la pomme de terre, on peut considérer que plus de la moitié de l'impact négatif sur l'environnement de la culture de la pomme de terre n'est pas lié à la qualité intrinsèque de la pomme de terre, à son goût, à ses valeurs nutritives, c'est lié juste à sa présentation, c'est-à-dire aux habitudes d'achat du consommateur. Et donc là, on mesure bien l'impact et le rôle qu'a chaque consommateur dans sa façon de consommer. Et effectivement, si demain on peut vendre dans les supermarchés de la patate terreuse et un petit peu galeuse, elle sera toujours aussi bonne si ce n'est meilleure. Et d'un point de vue agricole production, on peut largement réduire son impact environnemental. Est-ce que tu as l'impression réellement que dans ton entourage, il y a une réelle prise de conscience des problèmes environnementaux et une envie d'évolution? Ah oui, c'est certain. Honnêtement, les discussions entre collègues agriculteurs ou avec la famille, les amis, etc., qui s'intéressent au monde agricole, je trouve, ont vraiment évolué ces 5 dernières années. Au début, on était un peu regardés bizarrement comme les empêcheurs de tourner en rond. Aujourd'hui, les discussions que l'on peut avoir traduisent quand même une réelle prise de conscience du monde agricole. Surtout nous, localement, avec la météo de l'automne dernier, etc., c'est encore plus flagrant. Enfin, je veux dire, là, pour le coup, autant on ne peut pas cacher nos échecs dans les plaines, autant les gens observent et voient bien que l'eau qui sort de nos champs est propre, qu'on n'a pas de ravine, qu'on n'a pas d'érosion. Donc ça, forcément, ça interpelle. Et donc la prise de conscience, elle est là, et je reste persuadé que le principal frein au changement, c'est pas l'agriculteur, c'est l'environnement paragricole qui l'entoure, l'accompagne, le conseille. C'est ça son principal frein au changement, quoi. Sinon, lui, aujourd'hui, je pense qu'il y a beaucoup de monde qui est prêt à évoluer.
peut se targuer d'avoir une agriculture qui est certainement pas parfaite, mais qui est quand même assez vertueuse par rapport à ce qui peut se pratiquer ailleurs dans le monde. Et il faudrait faire attention de ne pas se tirer une balle dans le pied en la pénalisant, à la fois à travers les contraintes qu'on lui impose, qui sont certainement parfois justifiées parce qu'il y a des efforts à faire sur des matières actives, on est tout à fait d'accord là-dessus. Mais voilà, il ne faut pas non plus dans ce cas-là aller sur un marché complètement ouvert où on se fait massacrer à l'export par des produits qui, eux, n'ont pas toutes ces contraintes-là. Donc, gardons à l'esprit que l'autonomie alimentaire est primordiale et qu'il faut à tout prix avoir une agriculture française performante qui remplisse toutes les assiettes. Et j'insiste bien sur toutes les assiettes, parce que le gros risque, c'est l'agriculture, la société, l'alimentation à deux vitesses, quoi. C'est ce qu'il faut éviter. Le problème, c'est que l'agriculture est un peu acculée. Elle est obligée de se défendre, de se justifier. Et du coup, ça ne crée pas un climat positif, ça ne donne pas envie aux agriculteurs de s'ouvrir et d'avancer. Après, je pense que le monde agricole a aussi sa part de responsabilité, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, sur les grands enjeux environnementaux, durabilité et économie, on est quand même souvent dans une position de défense. Et je pense qu'il faudrait avoir une position beaucoup plus offensive. On a une énorme richesse dans le monde agricole français, on a plein d'agriculteurs innovants qui veulent avancer, etc. Et donc c'est ça qu'il faut mettre en avant, il faut montrer que le monde agricole bouge, que le monde agricole n'est pas fermé dans des positions uniquement défensives. Et ça, on peut l'expliquer aux gens, le montrer. Moi, je rêve d'avoir des tours de plaine avec tous mes voisins qui sont là. Et je leur montre que voilà, on n'est pas parfait, mais qu'on avance, qu'on n'est pas complètement obtus et qu'on est conscient des enjeux et de ce qui nous entoure, quoi. Moi j'aimerais bien que justement la PAC puisse s'appeler la politique agricole cohérente, mais c'est pas toujours le cas. Nous, si on prend l'exemple localement des prairies, alors certes l'élevage est en difficulté et donc il y a une diminution du nombre d'éleveurs et du nombre d'animaux, on a dépensé des fortunes dans des aides pour préserver les surfaces en herbe, et puis du jour au lendemain, changement de politique, patatras. Et en l'espace de 3 ans, on a la moitié des surfaces en herbe qui étaient protégées jusqu'à présent, qui ont été remises en culture, avec forcément l'impact qui va derrière sur les... Voilà. Donc ça, c'est un exemple, mais c'est quand même révélateur de ces coups de barre, de ces changements de cap, qui pour nous sont quand même très difficiles à suivre, parce que nous, le problème, c'est qu'on travaille avec le vivant. Moi, en agriculture de conservation des sols, restaurer la vie de mes sols, remonter mes taux de matière organique, c'est un programme à horizon 30 ans ou 40 ans. Donc il y a quelques mandats politiques qui vont passer pendant ces 30 années. Donc si on change de cap à chaque fois, c'est hyper compliqué de savoir ce qu'on doit faire et là où on doit aller. On a eu l'occasion d'aller faire un voyage d'études en Suisse. Et là-bas, en fait, tout est basé sur le volontariat et l'engagement positif et constructif de chacun. On s'engage dans une démarche de zéro phyto, eh bien, on ne va pas avoir des contrôles, on va démontrer qu'on a bien travaillé. Et donc c'est toute une logique positive qui est enclenchée. Alors je ne dis pas qu'il faut transposer tel quel le système, mais je pense que passer d'une logique de répression, voilà, je cherchais le mot, mais c'est un peu ça, en tout cas c'est comme ça que c'est souvent vécu par les agriculteurs, passer d'une logique de répression à une logique de co-construction, quoi. Je veux dire, on est là pour avancer tous ensemble. Et voilà, si on prend typiquement des organismes comme l'agence de l'eau, comme des tas d'agences comme ça, moi je rêve qu'on travaille main dans la main avec des réunions trimestrielles, on se met autour de la table, on regarde ce qui va pas, les matières actives qui posent problème, etc. Et puis on avance, quoi. Et on sort de la politique de répression.
Moi, mon rêve absolu, ça serait personnellement sur ma ferme d'arriver à pratiquer l'ABC, l'agriculture biologique de conservation. Là, si j'arrive à ça, voilà, ça serait le top. Et alors pourquoi tu n'y arrives pas pour l'instant? Pourquoi j'y arrive pas? Parce que y a des questions techniques de désherbage, de manque de fertilité des sols. Voilà, ce que je disais, on a des sols qui sont épuisés. Et puis il y a aussi un petit peu une question, j'allais dire, éthique. On a la chance d'être sur des sols hyper productifs. Voilà, si on prend un exemple, en blé, on tourne régulièrement à plus de 100-110 quintaux hectares. Bon, on passe en bio, on passe à 40 quintaux. C'est autant de marchandises qui sera en moins dans l'assiette de Monsieur Tout-le-Monde. Donc j'aimerais bien savoir un petit peu où on va, où la société veut que le monde agricole aille, quoi, parce que moi je suis tout à fait prêt à faire du bio demain si c'est imposé et que c'est la volonté de tout le monde, mais il va quand même manquer 60 quintaux dans l'assiette du consommateur, quoi. Donc voilà, moi j'aimerais bien qu'on ait un cap, qu'on sache un petit peu où on veut nous emmener, et du coup l'agriculture idéale, ça serait un savant mélange de tout ce qui se fait actuellement, de toutes les innovations, que ce soit en agriculture biologique, en agriculture de conservation des sols, en agriculture de précision, d'arriver à trouver un compromis entre ces trois éléments-là. Je pense qu'il y a des super choses à faire, il y a des super innovations dans ces trois domaines-là, et arriver à trouver un compromis là, au milieu de tout ça qui satisfasse et les agriculteurs et la société. Oui, voilà, si l'agriculture, si on fait le maximum pour remettre du carbone dans nos sols, à travers les couverts végétaux, de l'agroforesterie, remettre des haies, réduire l'utilisation d'énergie fossile et d'engrais, etc., on est capable d'avoir des fermes qui deviennent séquestratrices de carbone et donc qui rendent des services à la société. Et si on développe, c'est l'idée du projet 4 pour 1000, si on développe ça à grande échelle, on pourrait compenser les émissions de toute la société, y compris les industries et l'automobile. Donc c'est quand même un enjeu énorme qui est un petit peu mis de côté dans le paysage médiatique actuel, alors que pour moi c'est une question fondamentale. Comme pour les maisons à énergie passive, l'agriculture peut devenir, j'allais dire, à dégagement passif, quoi. Exactement, voire même positif. Et je veux dire, il n'y a qu'un pas à ce qu'on puisse revendre du crédit carbone à Total ou... Ça, c'est une idée qu'on va... Ils vont être à la merci de l'agriculture. Voilà, moi je trouve ça, le concept, je le trouve génial. Ouais. J'espère que vous avez apprécié ce reportage. Si c'est le cas et que vous voulez m'aider dans la communication, vous pouvez visionner tout simplement le reportage en streaming en entier. Pour ça, vous allez sur la boutique en allant cliquer sur le petit lien qui se trouve ici. Vous pouvez aussi aller voir les playlists qui existent des 10 reportages qui ont été créés. Et puis surtout, n'oubliez pas, pourquoi pas de vous abonner aussi à la chaîne YouTube. Ça m'aidera aussi à faire diffuser les vidéos. Et puis surtout, ne l'oubliez pas, hein, l'agriculture mérite d'être expliquée. Et ciao!